Pour commencer, je voudrais revenir sur la première et la dernière scène du film qui s'ouvre et se ferme avec Jacques Perrin, qui est décédé il y a quelques semaines. Ouais. Et je voulais avoir votre ressenti sur cette sortie qui est un peu symbolique par rapport à lui. Aïe, aïe, aïe. Il me fallait un narrateur pour le film et il se trouve que Jacques Perrin avait une voix magnifique et qu'il a souvent d'ailleurs mis en avant sous forme de narration. Évidemment, on se souvient tous de Cinéma Paradiso, mais également des documentaires dans lesquels sa voix résonnait, etc. Donc c'était un merveilleux... D'abord, c'était un merveilleux acteur, c'était un merveilleux conteur, c'était un homme qui était exactement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire un type extrêmement gentil, extrêmement doux. Voilà. Bon, évidemment, de par ma cinéphilie, j'avais une passion pour Perrin à cause de son travail en Italie, dans des films très très importants, réalisés notamment par des grands cinéastes comme Vallejo Zurlini et tout ça. Donc c'est sûr que voilà, pour moi il avait sa place dans le film. J'étais très content de la façon dont lui et Jérémy Régnier camper le même personnage à deux âges de la vie. Je trouve que ça fonctionne très bien quand on comprend en fait que le marquis qui nous raconte l'histoire est en fait un des protagonistes du récit. Je pense que ça marche joliment. Et puis il y avait comme une espèce de passation de relais entre ces deux acteurs. Et j'ai été évidemment bouleversé par sa mort. C'est vrai que quand j'ai revu le film avant d'attaquer la restauration, j'avais été frappé par le nombre de gens qui avaient disparu, qui sont dans le film. Et depuis que le film a été restauré, il y en a deux autres qui ont disparu. Évidemment Jacques Perrin, mais également Gaspard Ulliel, qui faisait ses tout débuts dans le film, qui a un tout petit rôle. Donc ça fait 8 personnes aujourd'hui qui sont à l'écran, qui ne sont plus avec nous. Et c'est vrai que ça a doublé en fait, le travail qu'on a fait de restauration d'une certaine émotion, parce que on se dit, bon, à notre niveau, 20 ans, oui, le film a 20 ans, 20 ans c'est à la fois... oui, c'est pas si long que ça, je me souviens encore du tournage du film, et pourtant, en 20 ans, il y a tous ces gens, Jean-Yann, Hans Meyer, Edith Scobb... Voilà, et tous les autres, Jean-François Stévenin, Philippe Naon, qui sont plus avec nous, quoi. Et c'est un peu rude. Ouais, c'est un peu rude. Ouais, c'est un peu rude quelque part, ouais. Surtout que tous ces gens constituaient une espèce d'aristocratie du cinéma français. C'était des très très bons acteurs. Et si je les avais pris dans le film, c'était justement pour représenter ce que j'aimais le plus dans le cinéma français à cette époque. Parce que l'idée du film, l'idée du casting, c'était d'avoir la toute jeune garde avec la vieille garde. Et c'est vrai que la vieille garde, elle est passée. Et justement, alors, pourquoi maintenant? Pourquoi 20 ans après? Simplement parce que le film est un tube. Et c'est un film qui continue à passer partout dans le monde sur les télés. Et tout le monde nous réclame maintenant un transfert 4K pour des sorties en 4K, en ultra haute définition. D'autre part, le film n'avait jamais fait l'objet d'une copie HD, jamais. Les Blu-ray qui étaient sortis du film, ils n'étaient pas beaux simplement parce que c'était des gonflages de la version standard. Il n'y a jamais eu une copie HD de ce film, jamais. Ouais, donc finalement. Et donc, je crois ça rend d'ailleurs la restauration d'autant plus spectaculaire visuellement qu'on passe directement de la copie standard à une copie 4K. Donc oui, le film il a pris un sacré boost. Et c'est ça, et même 20 ans après, le film est encore victime de son succès. Oui, après, et ça c'est pas à moi de le dire, c'est-à-dire que moi je suis simplement, comme je dis toujours, je suis dépositaire des secrets de ce film, de la façon dont il a été fait, dont il a été pensé, de l'histoire derrière chaque image, etc. Maintenant, je dis bien, le film il appartient aux gens qui l'aiment. Voilà. Moi, je suis simplement la personne qui connaît les secrets les plus intimes de ce film, puisque je l'ai fait. Mais pour moi, le film, maintenant, il appartient au public. Et justement, c'est assez drôle de voir qu'encore aujourd'hui, le film a encore ce succès, parce qu'il est quand même très il est très ancré dans les années 2000, et avec toutes ces références que vous avez disséminées un peu partout.
Oui, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film, sur certains points, était en avance sur, par exemple, son aspect métissé, par exemple, la façon dont il invitait une certaine idée du cinéma asiatique, est quelque chose aujourd'hui qui est très communément fait par le cinéma commercial occidental. Ah, bien sûr. On voit des références au cinéma de sabre. Voilà, d'une manière finalement presque répétitive et commune. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, le film était un objet étrange et son côté métissé, ou comme le diraient ses détracteurs, le côté bâtard du film, fait qu'il a plutôt bien vieilli en fait. Il a plutôt tenu le choc. Je pense aussi que ce qui fonctionne dans le film, c'est le fait que le film s'inspirait d'un certain nombre de médiums qui étaient assez peu connus à l'époque, comme la japanime ou comme le jeu vidéo ou le manga, et qu'aujourd'hui ces médiums sont devenus très importants et qu'il y a une nouvelle génération qui est parfaitement confortable. Or le film, évidemment, il n'a pas seulement des références au niveau cinématographique, mais il a beaucoup de références aussi, voilà, en termes de bande dessinée notamment. Le film est très sous influence aussi, donc je crois que tout ça en fait un film qui voyage assez bien à travers le temps. En tout cas, ce qui me plaît, c'est que je rencontre, grâce à la ressortie du film, je rencontre des gens qui ne l'avaient jamais vu. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, comment la nouvelle génération le prend. Elle le prend d'une manière plus équitable. Je dirais pas d'une meilleure manière, parce que non, les gens l'ont pris comme ils avaient envie de le prendre, mais ils le prennent d'une manière plus équitable, au sens où ils regardent le film vraiment pour ce qu'il est, et pas pour l'événement qu'il était au moment de la sortie. Donc je trouve que c'est très intéressant d'entendre des gens parler de choses qui étaient pourtant bien dans le film, comme par exemple la cause animale, la préservation de la nature, voilà, des choses que j'avais vraiment voulu mettre dans le film, surtout à travers le personnage de l'Indien, qui est une espèce de chaman guerrier messianique. Ça, c'était des choses dont on ne parlait pas à l'époque. Pourtant, c'était des choses qui étaient déjà importantes à l'époque, comme on dit, des topics, comme on dit aujourd'hui. Mais simplement, c'était pas ce qui semblait le plus important dans le film. Or, pour moi, c'était les choses qui étaient les plus importantes. Et d'ailleurs, le script de départ qui était formidable, il y avait pas, le personnage de l'Indien n'était pas développé de cette manière. Il n'était pas développé d'une manière aussi importante dans le film. Et dans le film, il représente vraiment les valeurs que moi je soutiens. Donc je dirais que voilà, aujourd'hui j'ai l'impression que les gens qui viennent me voir et qui me parlent du Pacte des loups, ils en parlent d'une manière qui m'est en tout cas plus proche, qui est plus proche de mes intentions que les avis que j'ai pu recueillir à l'époque. Et malgré le fait que le film traite de sujets dont on parle plus aujourd'hui, est-ce qu'un film d'une telle ambition serait encore faisable aujourd'hui en France ? Je ne pourrais pas le dire. Il y a toujours un mystère qui reste autour de ce film et qui d'ailleurs fait que le film est toujours considéré aussi d'une certaine manière, c'est que c'est un film qui a eu un très grand succès, que ce soit en France mais également ailleurs, et c'est un film qui n'a engendré pratiquement aucune copie, aucun film de ce genre, etc. C'est un film qui est resté unique en fait en France. Donc comment est-ce possible ? C'est-à-dire que, imaginons par exemple le Pacte des loups sorte en 1964 en Italie. Il va engendrer une centaine de copies, quoi. Mais là non. Là le film, personne n'essaye de se dire tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Non, je crois que c'est ça qui est le plus troublant. C'est ça qui est le plus troublant. Souvent, on pose la question du cinéma de genre en France en disant oui, mais les films de genre en France, ils marchent pas. Bah oui, mais le Pacte des loups a surperformé, et pas seulement qu'en France. Donc ça veut dire que même un film qui surperforme, finalement, non. On n'a pas envie, en fait. Mais c'est bien que vous en parliez, parce que aussi, moi, je me suis rendu compte que vous êtes un peu un cas unique dans le marché français, puisque vous faites des films
qui rendent très frileux les producteurs, qui sont pas forcément attendus, et à chaque fois on dit que ça va se casser la gueule, et pourtant finalement à chaque fois c'est un énorme succès. Alors que c'est pas forcément le cas de certains cinéastes qui font un peu le même genre de cinéma que vous, entre guillemets. Donc ouais, vous êtes vraiment un cas unique. D'abord, il y a une chose qui est claire, c'est que je fais des films pour qu'ils marchent. Même si mes films sont considérés comme des films risqués, ce sont des films qui sont très délibérément faits pour être un bon spectacle du samedi soir. Hein. J'ai jamais eu d'autres prétentions. Le Pacte des loups étant évidemment la quintessence de ça. C'est vraiment le film du samedi soir dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il y a à peu près pour tout le monde. Hein. C'est comme une grande table de banquet. Vous avez tous les mets sont là. Il y a tout. Hein. Il y a des légumes, de la viande, du poisson. Il y a tout. Hein. Il y a des fruits. Tout est là, quoi. Donc déjà, moi, je fais du cinéma pour que ça marche. Je ne prends jamais un chèque en me disant ça va pas marcher. Non, j'ai toujours fait les films en me disant ça va fonctionner, ça va toucher les gens, ça va les intéresser, ça va les surprendre, etc. Et puis il y a des gens pour aimer ce film. Après les films que j'ai faits, il y en a auxquels je croyais qui n'ont pas finalement pu se faire. Je pense à Raon, Bob Moran ou Fantomas, mais parce que simplement les astres ne se sont pas alignés. Les films que j'ai pu faire, chaque fois les astres étaient alignés. C'est-à-dire que ça sous-tendait l'idée que les gens avaient envie de ce film. Parce que pour moi, un producteur ou un financier, c'est le mec qui va payer le plus cher sa place, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon. Et quand les astres ne sont pas alignés et que quelqu'un commence à dire je ne sais pas si je vais y aller et tout, c'est peut-être un signe avant-coureur que finalement il y a peut-être une couille dans le potage et que ça ne va pas se passer exactement comme on le souhaite. Donc peut-être que j'ai fait moins de films que ce que j'aurais pu faire, mais tous mes films ont marché. Et c'est ce que j'allais dire. Donc, mais peut-être qu'ils se sont décantés eux-mêmes. C'est-à-dire que la dangerosité et la complexité des projets sur lesquels j'ai toujours travaillé, parce que c'est mon envie, hein, fait que, alors, bien sûr que je regrette d'avoir pas pu faire certains projets, notamment Raon et tout, mais peut-être que ça n'aurait pas trouvé le public. Tu vois ce que c'est. Alors, je te rassure aussi, je me dis pas ça pour pouvoir vivre avec l'idée que ces films sur lesquels des fois j'ai bossé plusieurs années n'ont finalement pas existé. Mais il y a toujours cette idée qui plane au-dessus de ma tête où je me dis. Peut-être que finalement, il a mieux valu que ça ne se fasse pas. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il y a dans votre carrière, il y a quasiment autant de films que de projets avortés, voire même plus. Ouais, voire même plus les gens ne connaissent pas tous les films sur lesquels j'ai travaillé. Mais je te rassure, hein, si tu savais tous les films sur lesquels David Fincher a travaillé et qu'il n'a pas pu faire, tu serais absolument époustouflé. Hein. Alors là, dans le cas présent, c'est pas 1 pour 3, moi c'est à peu près 1 pour 3, hein. C'est à peu près mon ratio. Mais il y a des cinéastes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu passer du temps et qui m'ont raconté, c'est des ratios de 1 pour 5. Et des réalisateurs qu'on aime, hein. Je te raconte pas, hein, des gens... vraiment, tu te dis... moi, il y a des tas de films que j'aurais rêvé de voir. Les Croisades de Paul Verhoeven, mais... J'ai rêvé de ce film. Ce film n'a pas pu se faire. J'ai lu le script était extraordinaire. Et le film n'existe pas. Et c'était avec Schwarzenegger. In the Mountain of Madness de Guillermo del Toro, produit par James Cameron avec Tom Cruise, il n'a pas existé. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un film, Guillermo del Toro, James Cameron, Tom Cruise, ça n'existe pas. Et je rêve de voir ce film, je suis un fan de Lovecraft, l'adaptation d'un des plus beaux textes de Lovecraft par ces mecs-là, eh ben non, pas fait. Et tu dis, mais dans quel monde je vis, quoi? Je me tape des merdes tous les jours en salle, et ces films-là qui devraient être les temples du cinéma d'aujourd'hui n'existent pas. Simplement parce que les astres ne sont pas alignés. C'est pour ça que j'ai pas d'amertume, je dois t'avouer. Souvent, les gens me posent cette question en se demandant, bon, peut-être qu'il est amer là-dessus, etc. J'ai pas d'amertume. J'ai qu'à regarder les cinéastes que j'aime, ou que je vénère même, et de m'apercevoir que des projets pour lesquels je me serais coupé un bras pour les voir n'existent pas.
pour me dire, bon, bah, t'es juste un réalisateur en France, dans un pays qui n'est pas très porté sur le cinéma de genre, bon, bah, t'as fait ce que t'as pu, quoi. Voilà. Et pourtant, il y a un film où là, pour le coup, les astres se sont vraiment alignés de la meilleure manière possible, mais c'était pas en France, c'était Silent Hill. Oui, Silent Hill, c'était une partie de plaisir au niveau du montage de ce film. C'était une partie de plaisir, mais je dois t'avouer c'était une partie de plaisir pour une raison très simple, c'était que j'étais le mec qui avait fait le Pack des loups. Et donc la major américaine qui produisait le film, en l'occurrence TriStar, Columbia TriStar, avait envie de travailler avec moi. Ils avaient préacheté le film pour une sortie américaine. Et j'ai rencontré que des gens qui étaient très gentils avec moi, etc. Là aussi, c'est ma seule expérience hollywoodienne. Et ça s'est passé comme vraiment une partie de campagne. Hein. Ce qui n'est pas forcément le cas pour. Mais oui, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que les gens m'ont dit, bon, alors, comment ça se passe? Il paraît que c'est terrible aux États-Unis. Et je dis, écoutez, moi, les mecs, Silent Hill, ils ont carrément sorti ma director's cut. Ils m'ont même pas demandé de changer quoi que ce soit. Alors que c'était un film plutôt zarbi quand même. Et ben, moi, je suis passé à travers le truc. Je suis passé à travers le tamis. Alors, pourquoi je suis passé à travers le tamis? Bon, il y avait le fait que j'avais fait Le Pack des loups, qui est un film qui échappe aux Américains. Hein. Ils adorent le film, mais ils se demandent comment c'est fait, ça, souvent. C'est-à-dire que pour eux, il y a tellement de violence, de scènes de sexe, de trucs, de filles à poil, machin. Je dis, mais comment c'est possible? Et en même temps, on aime ça. Voilà. Mais... donc il y a ça, ils avaient envie de travailler avec moi, et ils respectaient mon inspiration, même si des fois ils la captaient pas complètement. Secondo, je suis quelqu'un qui aime parler. Je suis quelqu'un qui aime expliquer. Donc chaque fois que j'ai une réunion ou que je vais dans un truc, je parle énormément. J'ai énormément d'arguments. J'ai été critique de cinéma, j'ai fait de la téloche avec De Caunes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas peur. J'ai pas peur d'être devant des gens et d'expliquer ce que j'ai envie de faire. Donc à partir de là, ça me donne un truc. Parce que tu t'aperçois toujours que dans les réunions à Hollywood, c'est à celui qui aura le meilleur argument qui va l'emporter. Voilà. Donc il faut être le mec qui a le dernier mot. Voilà. Et il n'y a pas de raison d'élever la voix. Il y a juste à être implacable dans ton raisonnement. Et les mecs, après, ils te laissent faire. Parce qu'ils pensent que... tu sais ce que tu veux faire. Bon, donc il y a ça. Et je crois aussi, c'est que le cinéma d'horreur à l'époque, au moment où s'est fait Silent Hill, c'était tous les films marchaient. Il en sortait un par semaine, je ne sais pas si tu te souviens, et tous cartonnaient, tous marchaient, ils faisaient 20 millions, 30 millions, moi j'en ai fait 50 aux États-Unis. Voilà, c'était carrément c'était la machine à faire du cinéma d'horreur. Bon. En plus, ce qui était bien avec le projet de Silent Hill, c'était que c'était un film d'horreur, donc un genre qui marchait très bien à l'époque, mais en plus, c'était un jeu d'horreur culte. Donc non seulement on récupérait les fans de films d'horreur, mais on récupérait les fans de jeux vidéo. Alors là, c'était nickel. Et ça explique les bons scores du film. D'ailleurs, de tous les films que j'ai faits, celui qui a le mieux marché, c'est Silent Hill. Et justement, c'est aussi une question que je voulais vous poser. Vous qui insufflez autant de ce qu'on peut trouver dans le jeu vidéo, dans votre cinéma, et qui avez toute une réflexion sur la pop culture, est-ce que aujourd'hui vous n'avez pas l'impression justement que le jeu vidéo a un peu pris le pas sur le cinéma dans la pop culture? Bah oui, forcément. Mais c'était inévitable. C'était inévitable. Le cinéma, c'est un vieux monsieur. Ou une vieille dame. On va dire, je préfère une vieille dame. C'est une vieille dame qui a encore de beaux restes, mais c'est une vieille dame. Et le jeu vidéo, c'est un enfant turbulent. Et donc, prime à la jeunesse, quoi. Et je crois que simplement, les jeux vidéo aujourd'hui, de par leur budget, de par la puissance des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, font qu'il y a des jeux vidéo qui sont infiniment plus étonnants, plus puissants, plus visuels, mieux racontés que les films. J'aime bien toujours citer, c'est vrai que Silent Hill est un bon exemple d'un jeu qui a été ce qu'on appelle un landmark à l'intérieur de l'évolution des jeux vidéo, c'est-à-dire une pierre blanche, on va dire les choses comme ça. C'est un jeu qui a... Tous les gens qui ont joué, notamment à Silent Hill 2, se souviennent de la fin et ne s'en sont jamais relevés. Ok. Maintenant, y a des jeux comme BioShock. BioShock, je veux dire, donnez-moi un film qui soit aussi beau que BioShock.
Je cite aussi tout le temps Last of Us partout. Donnez-moi un film qui soit aussi complexe, narrativement, moralement, éthiquement parlant, que ce jeu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, en toute objectivité, et tout en étant en même temps un cinéphile intransigeant, je dois t'avouer que les jeux vidéo aujourd'hui sont infiniment plus satisfaisants que beaucoup de films. Ça, c'est sûr. Et surtout plus nourrissant au niveau intellectuel et au niveau pictural. Beaucoup plus nourrissant. Donc je suis obligé de l'admettre, mais c'est pas grave. Je veux dire, moi je suis avant tout un enfant de cinéma, mais j'aime l'animation, j'aime les jeux vidéo, et je dois reconnaître que j'aime les séries télé, et je dois reconnaître que le cinéma n'a plus la position dominante qu'il avait il y a encore 20 ans. Il l'a plus. C'est fini, c'est comme ça. Et alors justement, vous qui justement adaptez très très souvent des œuvres, qu'elles soient vidéoludiques ou même on a parlé beaucoup de bande dessinée, est-ce qu'il y a un projet, un fantasme que vous auriez d'une œuvre que vous aimeriez adapter? Il y en a tellement, j'ose même pas en parler, tu vois. Évidemment, je veux dire que je passe mon temps à lire, à découvrir des choses, etc. J'ai une grosse curiosité. Je fais partie des gens qui sont nés à une époque où tout était difficile à avoir ou à voir. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, je prenais le train pour aller à Vintimille ou pour aller à Bruxelles pour aller voir des films qui sortaient pas en France. Ça m'est arrivé de prendre l'avion pour aller voir un film aux États-Unis, un film qui passait à la Cinémathèque américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai dans ma vie toujours produit énormément d'efforts pour voir les choses. Et comme ma génération, en fait, je suis devenu ce qu'on appelle un boulimique. Un boulimique, dans la mesure... C'est comme les gens qui, pendant la guerre, se retrouvent sans pouvoir manger. Après, ils adorent manger le meilleur. C'est-à-dire que c'est la frustration que j'ai connue dans les années 60-70, de ne pas pouvoir de voir des choses que j'avais envie de voir, qui m'a conduit aujourd'hui à être un collectionneur, à être un type qui regarde tout, etc. etc. Aujourd'hui, c'est vrai que la nouvelle génération, et c'est sa chance, mais également un peu sa malédiction, elle a tout à portée de main. Tout est à portée de main, et donc du coup la curiosité n'est plus aussi intense. Et donc la boulimie est moins intense. Moi je dis bien, j'ai beaucoup manqué, donc aujourd'hui je me rattrape en fait énormément. Et ça fait que bon, je suis constamment en train de lire, de regarder, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des choses qui deviennent des phénomènes, surtout sur des tranches d'âge qui sont assez jeunes. Il y a les jeunes aujourd'hui qui ont 15 ans ont une culture dont les adultes n'ont même pas conscience. Et je crois que c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est de me dire comment les choses que moi j'ai pu aimer se perpétuent à travers d'autres supports, mais également d'autres formes. C'est pour ça que j'ai toujours été intéressé notamment par le manga. Le manga, c'est vraiment un endroit privilégié dans lequel des idées que moi j'ai bien connues, sous forme littéraire ou cinématographique, ont trouvé une seconde jeunesse dans un autre style. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la perpétuation de certaines mythologies, de certaines formes à travers des arts nouveaux, et voilà, des arts populaires, de la pop, quoi, la pop culture. Et il y a un projet en particulier que vous avez en tête ou... Non, de toute façon, tous les projets sur lesquels je travaille, ils contiennent l'essence de l'époque où je les travaille. Il est clair que le Pacte des loups est un bon exemple. Le Pacte des loups contient, comme tu le disais en exergue, contient l'époque dans laquelle il a été fait. C'est très clairement, je crois que c'est visible à l'écran. Et c'est vrai que là, en ce moment, je lis beaucoup de choses, ou je vois beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes et qui provoquent quelque chose dans ton vocabulaire. Simplement, ça enrichit le vocabulaire. Je prends une série comme Euphoria, par exemple. C'est une série qui est explosive en termes narration, en termes de la façon dont c'est fait, de la technique et tout ça. Ça te libère de regarder une série comme ça. C'est libérateur. Parce que tu te dis, normalement ça devrait pas marcher, et ça marche. Ça marche. C'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Mais forcément, dans les projets que j'aurai, il y aura l'influence de Sam Levinson ou de Ari Aster ou de gens comme ça, parce que c'est les gens aujourd'hui, si aujourd'hui je faisais une revue comme Starfix, c'est les gens dont je parlerais.
C'est les gens aujourd'hui qui sont pour moi intéressants, qui occupent la position qu'occupaient à l'époque des jeunes cinéastes comme Dario Argento ou Sam Raimi, voilà, qui sont aujourd'hui de vénérables messieurs, mais la puissance, la jeunesse, l'expérimentation, les trouvailles, l'expansion de la vision, on le trouve chez ces gens-là. C'est irréfutable, on va pas... Voilà. Moi je suis pas du genre à m'accrocher aux gens que j'ai aimés hier, je les aime toujours, mais simplement ce qui m'intéresse c'est le futur. Ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui est en train de nous arriver dessus et comment le public va pouvoir réagir. Tu te rends compte qu'il y a des gamins de 15 ans qui regardent Euphoria, quoi. C'est incroyable. Et il y a des gens, si tu leur dis ce qu'est Euphoria et tu leur montres Euphoria, je connais des gens qui vont tomber en arrière. Hein. Ils vont se dire, c'est pas possible. Mais si. Et c'est bien. C'est bien. Il y a une maturité dans ce genre de choses. Et c'est une série. Et je connais pas de film qui soit aussi excitant que Euphoria, par exemple. Bah écoutez, merci beaucoup. Mais je t'en prie.